Salam alaikum Azoul, bonsoir. Deuxième partie de la couverture spéciale sur la commémoration du 5 octobre 1988. Nous allons regarder quelques images, puis nous vous présenterons les invités d'aujourd'hui. 5 octobre 88, 5 octobre 2018. 30 ans plus tard. Le régime qui tient le pays ne souhaite pas faire de bilan, encore moins revenir sur la tragédie, encore moins déplorer les lourdes pertes humaines, encore moins tirer des leçons pour ne plus jamais retomber dans une telle tragédie. Et pour cause. Puisqu'aujourd'hui, avec du recul, force est de constater toute la dégradation, toute la fausseté des réformes qui n'ont été que des succès d'années, des machins en trompe-l'œil. Force est de constater en effet que la démocratisation n'a été qu'un leurre, que le multipartisme n'a été qu'une multiplication de boutiques politiques, que la liberté de la presse n'aura été qu'un trompe-l'œil. Et quel trompe-l'œil, puisque le régime a réussi l'exploit à faire du réchauffé avec du refroidi, à obtenir des prestations monnayées à la place d'une presse caporalisée, à remplacer la censure par l'autocensure, à enfermer une presse sortie de la cuisse de Jupiter dans une logique de la carotte et du bâton. Nombreux parmi les plus sincères des militants algériens pour le changement continuent de soutenir que les sacrifices d'octobre 88 n'ont pas été inutiles, que le multipartisme et la liberté de la presse ne sont pas de vains mots. Un président de parti, ou plutôt une présidente de parti, parmi la soixantaine qui ont été agréés, a même soutenu, avec force, qu'octobre 88 a été le printemps du peuple algérien, puisqu'il lui a permis d'accéder à une vie démocratique. Et là, force est de constater que tout est construit sur du faux. Force est de rester très dubitatif, puisque non seulement le système actuel n'a rien de démocratique, non seulement que la profusion des partis politiques ne sert qu'à distribuer des rentes à ceux qui acceptent d'assumer des rôles, que les élections n'ont jamais été aussi malhonnêtes, que la corruption n'a jamais été aussi grave, aussi profonde, ni concerné autant de gens, que le pouvoir n'a jamais été aussi ni autant monopolisé, au point où même le président de la République est pris en otage par des gens qui gouvernent en son nom, que l'armée n'a jamais été aussi présente dans la prise de décision politique, que la justice n'a jamais été aussi soumise au pouvoir, que la jeunesse n'a jamais été aussi désespérée, que la harga est en train de transformer les Algériens en boat people, que le système éducatif, sanitaire, universitaire n'a jamais été aussi sinistré, que la misère n'a jamais touché autant de gens au moment où le régime gaspillait 1000 milliards de dollars pris sur la seule ressource hydrocarbures. Et je passe sur le reste de la bérésina. Il faudrait une année de bilan pour décrire tout ce que les Algériens subissent. Voici, selon moi, une infime partie du sinistre bilan que nous ne pouvons pas ne pas faire. Je suis désolé de devoir le dire ainsi, de le dire aussi crûment. Je n'irai pas jusqu'à dire que le sacrifice de ceux qui sont morts pour une vie plus digne a été vain, mais le bourgeon n'a pas fleuri. Et comme à chaque fois, le sang versé n'a été mis à profit que par les forces embusquées, celles des parasites, celles des profiteurs, des opportunistes. 5 octobre 88, 30 ans plus tard, le bourgeon a-t-il fleuri? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi Amira Bouraoui. Vous êtes médecin, militante pour la démocratie. Merci Amira d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Mourad Dhina, vous êtes du mouvement Rachad, chercheur dans le monde physique nucléaire, il me semble, si je ne m'abuse. Merci Mourad d'être avec nous. Alors, Nordin Aoussat, vous êtes universitaire, conférencier. Merci Nordin Aoussat. Merci pour l'invitation. Merci. Ali Benouari, vous êtes ex-ministre du Trésor, je crois, à 2 reprises dans 2 gouvernements différents. Et vous êtes président de Nida Al-Watan, parti qui n'a pas été agréé, mais aussi membre fondateur de Mouatana. Oui, merci de m'inviter. Et merci d'être avec nous. Alors, la première question que je suis tenté de poser, et se lancera qui voudra,
Le bourgeon a-t-il fleuri? Louisa Hanoun avait dit, dans une déclaration publique, que nous avons eu notre printemps des peuples. Nous n'attendons pas de la région qu'on nous injecte quoi que ce soit. Alhamdoulilah, nous sommes un État démocratique, nous avons de la liberté de la presse, un multipartisme, etc. Vous le pensez? Vous pensez comme elle? Excellence. Oui, si je peux me permettre. Donc le bourgeon, la parabole est assez attirante en effet, mais le bourgeon est et doit être un phénomène, enfin son retour doit être un phénomène récurrent. Donc pourquoi vouloir chercher un bourgeon qui ne viendrait qu'une seule fois et qui partirait à jamais? Donc moi je pense que c'était un bourgeon, il nous en faudra d'autres. Il faudra qu'on garde l'espoir de ce printemps sans complexe aucun, donner le temps au temps, mais tout en essayant de mettre le doigt sur ce qui a fonctionné, sur ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Je pense que tous les autres débats, ils sont légitimes, ils ont leur importance, mais à l'heure actuelle, c'est surtout cet aspect-là qu'il faudrait rechercher. Comment effectivement faire en sorte que le bourgeon devienne plusieurs autres bourgeons et qu'on ait aussi d'autres printemps, parce que c'est de ce dont on a besoin en tant qu'Algérien. Bon, pour commencer, je dois exprimer toute ma gratitude puisque c'est la première fois que j'interviens pour cette page historique, je dirais exceptionnelle, d'exprimer toute ma gratitude, mes remerciements et tous mes compliments pour le Maralibia d'avoir fait cette commémoration. 30 ans, c'est important. 88, ce n'est pas un événement qui est venu par hasard et ce n'est pas non plus un bourgeon. Moi, je vais pas m'enfermer dans cette parabole. Je vais dire plutôt parce que l'arbre a été planté. Ça devait être 88, le moment de recueillir les fruits d'un arbre qui était déjà planté depuis longtemps. Néanmoins, 88 est quelque chose que nous devons saluer parce que c'était une expression, et c'est l'expression qui était la plus courante, la plus utilisée par moi. J'étais ici. J'étais déjà ici. J'étais en train de rédiger. J'avais, par rapport à octobre 88, je dirais un double recul. J'étais en train de rédiger mon DEA, mon mémoire de DEA que j'allais présenter. C'est d'ailleurs sur un sujet très, très important, c'est sur l'agriculture algérienne à l'Université d'Aix-en-Provence. Donc j'étais en train de finir parce que c'est à la rentrée qu'on le présente. Et en même temps, la distance par rapport au pays, j'étais là, donc ça faisait un moment. Donc je suivais les événements à partir d'ici. Et donc je regardais, je lisais en même temps la presse d'ici, les interviews. Un jour, on en parlera pour aller au plus profond des interviews qui ont été notamment faites pour certains, notamment les acteurs de la culture berbère. Amiroche avait fait pour le journal Le Monde, il a fait des déclarations, etc. On en parlera un jour, Inch'Allah. Mais néanmoins, donc octobre 88, pour maintenant, je dirais qu'on a vécu la démocratie. Je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est Jamaldine, quand vous dites 88-92, c'était un épisode qu'on ne devrait pas sous-estimer. L'Algérie a connu vraiment des frémissements d'une démocratie qui allait être réelle. Sauf que, bien entendu, le pouvoir ou le système était plus fort et il a réussi à étouffer, je dirais, l'œuf et ne pas laisser s'éclore et ne pas laisser... Je reviendrai à vous avec une question précise sur ce que vous venez de dire. Et Amira Boulaoui, je vais vous laisser en dernier parce que je suis galant. Parce que la galante, c'est ceux qui ont le dernier mot qui ont le plus de... D'accord. Allez, Benoît. Je suis d'accord avec Sylvain pour dire que cette commémoration est importante. C'est très importante parce que c'est tout de même 30 ans. C'est une génération. La population a doublé. Exactement doublé. Les problèmes ont augmenté. 1 000 milliards de dollars sont partis définitivement. Fruit de ressources non renouvelables. C'est une véritable catastrophe. C'est un bourgeon, oui, mais je ne suis pas du tout d'accord avec les propos de Louisa Hanoun, mais alors pas du tout. Parce que, disait-elle, nous récoltons aujourd'hui les fruits, nous vivons en démocratie aujourd'hui. Pas du tout.
Peut-être qu'elle, elle vit en démocratie ou elle croit vivre en démocratie. Nous vivons une affreuse dictature. Et ce n'étaient pas les promesses de ce bourgeon de 88. D'ailleurs, il faut démystifier absolument 88. Saluer évidemment ce qui a été fait en octobre 88, les jeunes qui sont morts, tout de même, ils ne sont pas morts pour rien. Mais de là à nous faire croire que le régime a changé parce que des gens sont sortis dans la rue, c'est faux. C'est une manipulation. Mais on peut rentrer, si vous voulez, dans ce débat. Oui, on va y arriver peut-être. Oui, Amira Bouraoui? Un bourgeon qui a fleuri, moi je pense que c'est un bourgeon qui a pourri. C'est vrai qu'il y a eu un certain espoir. Bon, chacun a son angle de vision sur octobre 88, et puis chacun a sa propre génération. Moi, octobre 88, comment je l'ai vécu, moi, j'étais pas là comme monsieur, pas à l'étranger du moins. J'étais à Bab el Oued. Une gamine. J'étais un enfant à Bab el Oued Oui. qui vivait de manière insouciante, qui s'amusait avec d'autres enfants. Et vous habitiez Bab el Oued? J'habitais Bab el Oued à Ramvalley. Le quartier mythique d'octobre d'octobre 88. Le quartier mythique d'octobre 88. Et à ce moment-là, on sentait l'injustice monter, le prix des aliments monter. On sentait une gronde. Il y avait cette volonté de dire stop chez cette jeunesse-là qui en avait marre. Et lorsque octobre 88, lorsque ça a explosé, c'était une jeunesse qui était dehors. Maintenant, on nous dit manipuler, pas manipuler. Le malaise était là. Donc, peu importe qu'il y ait eu manipulation ou pas, de toute manière, ça aurait fini par exploser de la sorte et la jeunesse aurait fini par sortir et par dire stop, on veut une justice, on en a marre de voir ces deux poids, deux mesures, une certaine caste qui vit ainsi et nous sommes dans la misère, etc. Je vivais dans cette ambiance-là, dans octobre 88, et un beau jour, donc il y a eu, j'ai vu devant mon ex-lycée, j'étais pas encore lycéenne, mais ce qui a été mon lycée par la suite, l'émir Abdelkader, un grand char arrivé, des bombes lacrymogènes, et puis ensuite des jeunes Algériens qu'on faisait rentrer dans notre cité, le vinaigre, attention, etc. Et puis c'était un peu la guerre. C'était un peu la guerre, mais un certain espoir parce qu'on voyait cette jeunesse, elle avait l'air heureuse parce que le changement allait arriver. Malheureusement, les fruits d'octobre 88, ça a été une sorte... nul n'ignore aujourd'hui que je suis la fille d'un médecin qui était dans l'armée, qui a vécu dans un quartier populaire, dans une école avec d'autres Algériens. Mais du jour au lendemain, il y a eu un courant conservateur qui a pris le dessus. Et du jour au lendemain, Bab el Oued, tout le monde faisait la prière dans la rue. Et du jour au lendemain, un jour, sortant de cette cité-là, mon père, qui était officier, médecin, allait à l'hôpital, s'est fait arrêter par un homme et il lui a dit « Vous vous arrêtez là, un Asharta Islamia. Vous ne pouvez pas passer, ça prie. » L'enfant que j'étais à l'époque, je me suis dit, il y a un problème, et un sérieux problème, entre un Shorta Islamia, un militaire médecin qui ne pouvait plus passer, et un État qui n'était pratiquement plus là. Et ensuite, il y a eu la violence que tout le monde a vécue à cette époque-là, et pendant longtemps. Et ce que j'aurais aimé aujourd'hui, c'est qu'on sache pourquoi octobre 88 ne nous a pas permis le bourgeon de l'espoir et la naissance de la démocratie, parce qu'elle n'existe toujours pas aujourd'hui. Mourad, alors, elle vient tout naturellement de donner l'occasion de faire la transition vers là où je voulais aller. D'abord, on s'est rendu compte que l'explosion d'octobre 88 s'était transformée en jacquerie, pour dire les mots, pour dire des choses, quitte à blesser, en émeute, très désordonnée, très désorganisée. Mais au même moment, le seul courant politique qui a occupé la rue, qui a émergé, qui s'est organisé, qui a fait montre d'organisation, était le mouvement islamiste, le FIS.
Le problème, c'est que, comme vient de le souligner Amira Bouraoui, c'est que tout de suite, on a assisté à beaucoup de religiosité, mais pas seulement, aussi une sorte de prise de contrôle de l'espace public. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Je pense qu'il y a certainement du vrai, il y a peut-être des nuances à reconsidérer, mais ce que dit Amira a eu lieu. Il faut le dire, il y a eu beaucoup de choses, nous sommes tous algériens, nous avons tous en tête des anecdotes dans nos familles, parmi nos cercles les plus proches ou les moins proches. Et je pense qu'il faut tout mettre les choses dans une perspective. Alors déjà, pourquoi le courant dit islamiste a été là? Pourquoi vous dites dit islamiste? Parce que pourquoi vous ne dites pas le courant islamiste? Pour moi, ce sont des termes creux dans un climat où il n'y a pas eu de vie politique normale et saine. Mais le fils s'appelait Front islamique du Islamique, voilà. Oui. C'est-à-dire que même le fils ne s'est jamais donné cette étiquette dite islamiste qui, il ne faut pas l'oublier, a pris une connotation connue sur un plan international. Absolument. Alors donc, nous n'allons pas faire ce débat. Alors, ce qui ne dédouane pas, pour ainsi dire, ceux qui se réclament de ce courant, de dérives, de comportements inacceptables, etc. Donc c'est pour juste faire justice à ceux qui ont senti une peur qu'on doit comprendre. Il doit y avoir de la compassion, de l'empathie pour l'Algérien tel qu'il est à partir du moment où il est algérien, point à la ligne. Donc, mais il ne faut pas aussi en faire un paravent pour faire croire aux Algériens que ceci et cela, donc agissons comme ça. Je m'explique. Il y a eu des dépassements, ça c'est une dérive inacceptable. Faisons appel à une autre violence, la violence de l'État, de l'armée, pour faire rentrer le pays dans une guerre civile. Je dirais qu'il y a des cheminements qui sont normaux, connus dans l'histoire. Quand vous avez eu la Révolution, enfin je le cite, je n'aime pas trop faire référence à la France, mais vous avez la Révolution française, ce qui s'est passé après la Révolution est connu sous le nom de la terreur. C'est-à-dire que quand il y a un régime dictatorial, quand il y a des privations, quand il y a des conflits sociaux d'une telle intensité, quand la tête tombe, en général, la violence devient dans une première étape horizontale. C'est-à-dire que les gens déversent leur haine, leur colère envers l'autre qui est différent. Alors l'autre, la femme, je peux me déverser sur elle parce qu'elle ne porte pas un foulard. Et idem, nous avons vu des retours de manivelle. À un moment donné, moi j'ai lu pendant ce que j'appelle le coup d'État de janvier 92, des titres nationaux dire « il faut le faire », FER. C'est-à-dire un appel au meurtre qui nous rappelle la radio des 1000 collines, par exemple, au Rwanda. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien revoir cette période. Elle est cruciale. Mais Morad, pardon de vous interrompre en plein élan, parce que c'est très intéressant ce que vous nous dites. Est-ce que vraiment, pour poser les questions qui doivent être posées, est-ce que vraiment, en votre sein, au sein de votre organisation politique, est-ce qu'il n'y a pas eu des gens qui ont commencé par être contre-productifs contre vous d'abord, puisqu'aujourd'hui, plusieurs années plus tard, plusieurs décennies, nous nous rappelons toujours cet homme qui avait dit il faut que les Algériens se préparent à changer d'habitude alimentaire et vestimentaire. On se rappelle toujours ces gens, comme était en train de les décrire Amira, qui sortaient dans la rue, qui faisaient des barrages islamiques. Et qui aujourd'hui servent aux autres de l'autre trottoir de faire feu de tout bois contre vous. Juste pour la vérité historique, parce que j'ai entendu cette chose-là, je ne suis pas là pour défendre l'indéfendable. Oui. Il y a eu des comportements immondes, monstrueux de gens qui sont réclamés de la religion. Et on le verra par la suite, c'est que parmi beaucoup, parce qu'on parle des victimes, il y a des fois une sélectivité, il ne faut pas oublier que la plupart, et ça c'est chiffre à l'appui, des victimes, je dirais, qui ont payé de leur sang, ce sont ce qu'on appelle des gens de ce courant-là, qui ont été tués des fois dans des purges. Et il ne faut pas avoir la mémoire courte. Nous l'avons vécu aussi pendant la guerre de libération. N'oublions pas ce qui s'est passé dans cette période d'intenses conflits, de rivalité, MNA, FLN, ce qui s'est passé à Mellouza. Donc nous avons malheureusement, il y a un poids de l'histoire. Il faut regarder les choses en face. Ça n'excuse pas, ça ne dédouane pas. Moi, je pense qu'il faut revoir cette période-là. Après, il y a des utilisations. L'exemple que vous donnez de changer d'effet vestimentaire est un exemple frappant. Alors, il y a très peu de gens qui ont eu
le temps. Peut-être d'autres n'ont pas eu l'honnêteté intellectuelle de voir le contexte. Ça, c'était un sermon de quelqu'un qui a été tué par le GIA, dit islamiste. Lui, il est islamiste, tué par le GIA, que les choses soient claires. Alors, GIA qu'il revendique, etc. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit entre les deux tours, si on se rappelle bien à cette époque-là, par hasard, dans beaucoup de journaux, dont je crois que c'était le Financial Times en Angleterre, qui sort « Attention, l'Algérie prépare un programme nucléaire ». Alors, avant les élections, il n'existait pas. Entre les deux tours, attention. Que dit ce monsieur? Dans un prêche, il dit, écoutez, nous allons être soumis à un embargo, on va nous taper dessus. Algériens, préparez-vous à changer vos effets vestimentaires, votre façon de vous alimenter, mais pas dans le sens où nous devons porter une burqa et ne pas faire ça. À compter sur nous, c'est un peu à la Gandhi qui dit, tressez vos vêtements avec votre propre laine. Ça c'est pour le fait lui-même. Je n'ai jamais eu cette version je vous le dis, ces documents. Ce n'est pas encore une fois pour dire que tout le reste, il était beau, il était gentil. Il y a eu, je le dis encore une fois, des gens se réclamant de ce mouvement-là. Moi, personnellement, je ne faisais pas partie de ce parti à cette époque-là, que les choses soient claires. Oui. J'ai rejoint ce parti bien après ce que j'ai fait le coup d'État, pour une seule raison. Je refuse un coup d'État. Oui. Il y aurait eu le Pax, à qui on aurait volé sa victoire, j'aurais rejoint le Pax. Que les choses soient claires. Donc, maintenant, il faut avoir l'honnêteté de dire que la peur qu'a exprimée Bouraoui, il faut l'écouter. Oui. Et avec sincérité. Parce qu'il ne faut pas mépriser les gens. Non, parce que c'est un peu le discours, je sors peut-être au sujet pour certains, la femme qui se fait violer, on lui dit « Ah, mais c'est toi qui étais habillé comme ça ». Non, le viol est un crime. Oui. Ah, donc l'autre, c'est un autre débat, on peut en parler, mais ne pas aussi dire que voilà, on va arrêter, on va tuer, parce qu'il y avait des islamistes, il y avait un barbu, et après les histoires de barbus, on en a eu, c'est le bourourou, hein, c'est la terreur, c'est-à-dire qu'on fait sortir le soir pour faire peur aux petits-enfants avant qu'ils dorment. Et il y a eu des choses documentées, octobre 88, des ONG, Maouch le Fils ou la Casa, Amnesty, donnent des preuves avec photos à l'appui, des voitures banalisées qui ont mitraillé les gens, et qui sont rentrés dans un commissariat. Filmé. Je vais chambouler un peu le tour de micro, parce que c'est important. Amira Bouraoui, je reviens vers vous. Ce que disait Mourad, il y a eu quand même 250 000 morts, à peu près, du moins. Bouteflika, en tout cas, lui-même reconnaît 200 000 morts. C'est-à-dire que c'est un minimum. Il y a eu des camps du Sud, il y a eu des carnages indicibles dans des endroits qui ont voté fils. Quasiment identifiés comme étant des milices ou des JA sous contrôle du DRS. Il y a beaucoup de témoignages, y compris d'officiers supérieurs du DRS lui-même. Mais côté trottoir, je n'irais pas, je crois dire éradicateurs, c'est-à-dire ceux qui sont opposés aux islamistes. Ils n'ont jamais reconnu ces excès contre les islamistes, contre ceux qui les ont portés au pouvoir. Pourquoi? Il y a eu, je pense que quand on fait en sorte de ne pas permettre à la démocratie d'émerger, à un vrai système politique avec des politiciens, une vision des choses, quand on pousse au pourrissement, quand on instrumentalise un État pendant aussi longtemps, quand on décide de nommer des présidents pendant un demi-siècle, de qui doit l'être, il y a un moment, on joue avec le feu. On joue avec le feu. Et à un moment, ça brûle. Donc, c'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de multipartisme. Il y avait la misère, il y avait l'injustice. Et à un moment, il y a eu un courant qui a dit « Nous allons vous rendre justice au nom de Dieu ». Et le citoyen ressentait tellement l'injustice qu'il s'est dit peut-être que ces gens-là vont me rendre justice. Et c'est peut-être pour certains humain. On le voit nous-mêmes, on le vit parfois quand on est trop injuste avec nous. Il y a un moment où on se dit mais personne n'y peut rien pour moi, je vais faire une prière. C'était, je pense, monsieur le disait, c'est bizarre, hein, parce qu'il le dit lui-même, il disait à un moment j'ai intégré le Fils.
Mais si le Pax avait réussi, j'aurais été du Pax. Oui. Ce sont des courants qui sont quand même... Opposés complètement- idéologiquement du moins. Complètement. Le Pax, c'est le progressisme, c'est autre chose. Mais l'alternative à l'époque, qui a instrumentalisé l'injustice et la misère, ça a été fait au nom de Dieu. Et je le répète toujours, ce qui est à tous ne doit pas être instrumentalisé. C'est pour ça qu'à chaque fois, je suis... Oui, mais il y a, Amira, pardon de vous interrompre. Mais le Pax aussi, au nom de la démocratie ou de la laïcité, a instrumenté la violence vue de côté de son trottoir, puisqu'il n'a jamais reconnu que c'était l'armée et les DRS qui assassinaient, que des groupes épars armés n'importe comment de façon sommaire qui étaient mangés par leurs poux ne pouvaient pas tuer 250 000 morts, 250 000 personnes, pardon. À partir du moment déjà où on dit les islamistes et les démocrates. Oui. Ça veut dire que les islamistes ne sont pas démocrates. Ouais. Il faut qu'on soit logique. Oui, mais aussi des démocrates qui ne reconnaissent pas le résultat des urnes, ce sont, comme on dit en ce moment, mais des urnes, des demi-crates. Mais des urnes, M. Benchenouf, des urnes, on nous a jetés comme ça en pâture d'un coup. Vous voulez de la démocratie, voici la démocratie. Et puis, on donne l'agrément. Skoulo ba'dakum, quoi. C'était à peu près ça. On ne peut pas donner l'agrément au parti de Dieu. Oui, mais là, nous allons rentrer dans un autre débat. Si on est démocrate, on l'est tous. Ouais. On peut être plutôt conservateur, à tendance progressiste, socialiste, communiste, ou autre, ou libéral, ou autre, et puis après être autour d'une table et dire... Parce qu'on est bloqué, hein, on est vraiment dans l'impasse. Mais dans ce cas, pourquoi être allé aux élections avec eux pour ne pas reconnaître les résultats après? Je pense. Dans ce cas, j'aurais compris qu'ils disent non. C'est toute la sauce de l'instrumentalisation, parce que je pense qu'il y avait des gens qui savaient que ça allait mal finir. Et ça a mal fini. Moi, j'aimerais qu'un jour nous fassions une émission sur ça. Hein, oui, mais comme aujourd'hui, nous sommes dans octobre voilà. 88. Je vais continuer à chambouler un peu le tour de micro. Ali Benouari, sur cette histoire, et je vais poser la même question à Nordin Oussat, parce qu'il en a parlé tout à l'heure, il a dit nous ne pouvons pas quand même faire l'impasse sur les acquis du 5 octobre. Oui. En fin de compte, les acquis, c'est une presse qu'on a débauchée du secteur public, qu'on a dotée de moyens, de locaux, d'équipements, et c'est les mêmes qui étaient dans le secteur public, pour en faire une presse dite la plus libre du monde arabe, si vous vous rappelez, pardon, et je finis ma question, et on a créé aussi des partis politiques, mais à foison, une centaine, et il n'en est resté qu'une soixantaine. Je vous trouve un peu sévère. Allez-y, démontrez-moi les choses avec précision. D'accord. J'aime la précision des chiffres, des dates, vous le savez. Octobre 88, nous parlons du 5 octobre 88. Oui. Je disais manipulation. Chedli Benjedid voulait se débarrasser de l'aile conservatrice du FLN pour engager des réformes qu'il avait déjà annoncées dès la mort de Boumedienne. Oui. Boumedienne, c'était la planification centralisée à la soviétique, un immense gaspillage des ressources, une austérité, d'ailleurs, ta'allimna le mot taqashuf pour la première fois avec lui, taux d'investissement 40% du PIB, record mondial, et on suivait parce que nous étions animés de la mystique du développement. C'était justement la vertu de Boumedienne, c'est qu'il nous a élevés dans la mystique du développement, de l'austérité tournée. Mais seulement le peuple n'en pouvait plus. À sa mort, Boumedienne d'ailleurs était sur le point de changer de stratégie. Chedli hérite d'un pouvoir où le peuple était exténué et où venait d'apparaître une nouvelle génération. Il s'est dit il faut que ce peuple vive de manière un peu moins crispée, un peu moins difficile. Il a supprimé les autorisations de sortie pour qu'on puisse voyager. Il a réorienté les investissements vers les industries légères, etc. Mais il a été trahi par ses mauvais gestionnaires. Parce que la déboumédianisation industrielle, c'est mal faite. Il a saucissonné les grandes entreprises pour en faire des entreprises plus gérables, plus rentables. Et malheureusement, le plan Brahimi à l'époque a été tellement mal fait, mal ficelé, que ça a été une catastrophe. Et le système est resté comme celui de Boumedienne, rentier. Tout le monde vivait de la rente pétrolière, tout le monde était salarié du secteur public,
Les agriculteurs étaient des agriculteurs qui étaient dans les domaines autogérés. L'économie n'était pas productive. Et donc, et là-dessus arrive la baisse du pétrole, du prix du pétrole en 86. Donc, le contexte socio-économique était semblable à celui d'aujourd'hui. Situation sociale tendue, situation économique de crise, baisse du prix du pétrole, système rentier, comme aujourd'hui. Et la réponse que Chadli voulait apporter, comme il a vu qu'il ne pouvait pas apporter une réponse économique, il n'avait pas d'argent, les caisses étaient vides. Je le sais, puisqu'on m'a appelé de Suisse pour ça. Je vous rappelle que je suis rentré le 15 septembre. Pourquoi on m'a fait venir le 15 septembre? C'était Abdelaziz Khellef. Il est toujours vivant, là, il est J'ai chefté au ministère. Vous m'avez demandé de venir. J'ai besoin de cadres algériens, de la expatriés. Moi, j'ai émigré en 81. J'étais sous-directeur à la Banque centrale. En 81, j'ai été directeur de banque à Paris, puis à Genève. J'ai tout laissé tomber quand il m'a expliqué la situation. On ne sait même pas combien on doit à l'étranger. La dette extérieure, Moussaïline. Et Chadli a fait son discours du 19 septembre qui confirme un peu tout ça. Et notamment, Et moi, j'ai écouté et j'ai dit, je viens, j'accepte. Je suis rentré, donc vous voyez, je suis un enfant d'octobre 88. Je rentre pour déménager. Le 5 octobre éclate. J'appelle Khellef le 6 octobre. Voilà, le 6 ou le 7, malgré ce qui se passe, les chars sont dans la rue, dans la place, en bas du Mauritanie, du ministère des Finances. Non, au contraire, ce qui se passe m'encourage plus. Je suis rentré pour travailler, j'ai vu les chars comme tout le monde, j'ai vu le foisonnement. Ça, donc, pour dire, situation semblable, crise économique et sociale, système rentier, mais la différence, l'énorme différence, et je voudrais que tout le monde soit un peu plus indulgent vis-à-vis de Chadli Benjdid, c'est qu'il avait deux solutions. Soit continuer la répression, parce que la répression, nous a raison au moins sur un point, l'armée n'est pas faite pour assurer l'ordre public. Des chars et des machins avec des kalachnikovs, et vous leur demandez de mettre de l'ordre public. Ils ont tiré un peu n'importe comment, c'est comme ça. Mais Ouria a dit avant-hier Oui. que 2 jours avant, on avait retiré les armes des policiers. Oui. Si c'est le cas, Oui. si on sait que Alors, l'armée non. ne peut pas rétablir l'ordre public, là, qui compte les armes, les policiers. c'était le complot. Ouais. Le complot, c'était pousser la population à sortir dans la rue pour pousser aux réformes, pour aller plus dans les réformes que Chadli voulait instaurer, vaincre les pesanteurs incarnés par Msaadia, incarnés par l'Arbi Belkhir, que sais-je, l'Hadi Khdiri et tous les conservateurs de l'époque. Il s'est rendu compte que les événements ont débordé. La situation avait échappé à tout contrôle. Panique à bord. Parce que les régimes, les dictatures, s'il y a une chose dont ils ont peur, c'est la foule dans la rue. Regardez, demain, sortez 10 000 personnes à Alger, le pouvoir tombe. Parce qu'ils vont... Deux choses l'une. Ou ils vont tirer sur tout le monde, ou là, comme en Tunisie. C'est des lâches. Ils n'ont pas le courage, d'aller, un ministre, comme on le voit partout dans les pays démocratiques, il يواجه الشعب يقول له شكون le meneur, شكون responsable, أنا وزير الداخلية, أنا وزير اسمه, واش المطالب تاعكم, de quoi vous voulez. Ils savent ce qu'ils ont fait, donc ils ont peur de la foule. C'est pour ça que la seule réponse, c'est on leur tire dessus. La presse et les partis politiques, est-ce qu'ils ont été des acquis? Oui, mais il faut aller droit au but. Voyez-vous, si Jamel, c'est un sujet, on n'a jamais pu aborder sérieusement la problématique d'octobre, parce qu'on a toujours voulu aller vite. Or, on ne peut pas aller vite. Laissez-moi vous dire en tant que témoin. D'accord. C'est peut-être une chance, j'ai été témoin par hasard. Donc, il s'est dit, quelle réponse? La répression ou les réformes politiques et institutionnelles? Le paradoxe, et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'opposition demande des réformes politiques et institutionnelles au pouvoir, et le pouvoir refuse. Il ne tire pas sur la foule parce qu'on ne veut pas appeler les gens à sortir. Mais seulement avec la Syrie, l'Irak, tout ça, c'est la seule différence. Donc, on contient. Malgré nous, on empêche les gens de sortir. Il n'y a pas de vecteur politique, ça ne va pas loin. Mais eh bien, Chadli Benjdid a choisi la solution politique, l'infitah.
Et ça s'est passé à 4 heures du matin. Hkahali Razi Hidoussi, j'étais son conseiller. Hkahali, il est vivant, il doit m'écouter peut-être. Entre Paris et Tokyo, où je l'accompagnais en tant que conseiller تاعو, قال لي voilà. الجماعة كتبوا له الديسكور تاعو بالخير والجماعة. قال لي وانا وسي المولود كتبنا un autre discours. موفاد complètement différent. قال لي سي المولود دخل عنده vers 4 heures du matin قال له ها تقرا الديسكور تاعهم تشعل النار تزيد الزيت على النار تقرا الديسكور هذا تكالمي الحالة و tu sauves la situation. شاد اللي قراه تحدث معاه. Donc Chadli n'écrivait pas ses propres discours. ما كان Comme aucun la chef d'État plupart qui des écrit chefs ses d'État. discours. Oui, non, mais Ah, du attendez, moins c'est les pensées mais d'un ça- président. Non, c'est un détail. On- C'est un détail, Ah s'il non vous plaît. Non, il ne s'agissait pas de trucs épistolaires. Il s'agissait d'idées, d'un projet formel écrit. Donc, Khalli Shad li qraha, il a dit d'accord. Khalli رحنا رقدنا. Le lendemain, vers 11h là, qui راح pour faire son discours, les uns étaient là et les autres étaient là. Les conservateurs croyaient qu'il allait lire leur discours. Quand il a commencé à lire, c'était pas ce qu'ils attendaient. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que Chadli a fait un choix. Il a apporté une réponse politique. واحد ما ينحيها له. Et ce n'était pas peu des réformes politiques, institutionnelles, l'armée dans les casernes, كانوا في البارتي. Oui, mais beaucoup l'ont considéré comme une véritable provocation à l'establishment. Maintenant, je vous donne des détails que vous pouvez vérifier, que tout le monde connaît. Kharaj, l'armée qui avait un quota au sein du FLN, comité central du FLN, il a fait le référendum du 4 novembre, qui a donné la constitution de 89, et avec ses réformateurs, ils ont engagé des réformes, les plus vastes réformes que le pays ait jamais engagées depuis l'indépendance. La loi sur l'autonomie des entreprises, absolument rationnelle, qui considère comme un délit pénal toute ingérence d'un ministre. Un ministre qui donne des ordres à un PDG d'entreprise publique, il commet un délit à caractère pénal. Les lois sur l'autonomie de l'entreprise, les lois par la suite, puisque ensuite, Je vais vous interrompre. les lois sur la presse, les lois sur le travail, les lois sur les syndicats. Je vais vous interrompre parce que je suis obligé de faire le tour d'eux. Mais rappelez-vous, vous en êtes pour vous permettre de poursuivre. Bien sûr. Sir Oussat, la question que je voulais vous poser tout à l'heure, et que je viens de poser à Benouari, mais qui a fait donc un détour très intéressant, est-ce que la liberté de la presse telle qu'elle a été instituée, dont nous mesurons aujourd'hui avec le recul toute la réalité, et le multipartisme, avec le recul nous mesurons aujourd'hui toute la fausseté, vous disiez tout à l'heure, non, on ne peut pas faire l'impasse sur ça, il y a eu quand même quelque chose. Vous rejoignez donc Louisa Hne? Pas du tout. Ouais. Alors là, mais jamais, ni avant, ni aujourd'hui, ni je pense Sur ce qu'elle demain. dit, du Non, moins. Jamais, Ouais. jamais. D'accord. Louisa Hanoun et moi, je pense qu'on est sur deux planètes différentes. Bien que. Ouais. Bien que. Mais sur Rien n'empêche que- voilà. ce sujet, Moi, ce que je crois, en tant qu'universitaire, je dirais encore une fois que la période octobre 88, janvier 92, il y a des travaux universitaires qui ont été faits. Hein, il y a des travaux universitaires, c'est des politistes, c'est des politologues qui ont abordé le sujet loin de toute idéologie, loin de tout parti pris, mais seulement l'analyse des déclarations des uns et des autres, l'analyse de ce qui a été fait par les uns ou par les autres à un moment de l'histoire. Moi, je dirais que 88-92, il faudra faire revivre l'esprit de ce qui s'est passé en 88-92. Je rejoins monsieur. Donc, vous disiez tout à l'heure, pourquoi c'est Hamrouche qui... C'est pas pour cette idée, non. Toute personne a un passif et un actif, je dirais, a des choses bonnes et des choses mauvaises qui ont été faites. Pendant les années 80, certains de ceux qui nous écoutent, exactement 81, 82, 83, quand il était chef de cabinet de Chadli Benjdid. Il avait un staff, moi j'ai des informations, dont notamment, comment il s'appelle, l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie,
voilà, Abdelrahman Haj Nasser, ils ont travaillé les cahiers de la réforme. Les cahiers de la réforme, les gens qui voudraient réfléchir ou parler de l'Algérie, ils ne peuvent parler s'ils n'ont pas lu les cahiers de la réforme. Vous en avez 7 cahiers dans lesquels tout a été ausculté, analysé, je dirais au plus profond, dans les lois, les réformes qui ont été faites en 89-90, elles étaient déjà pensées, réfléchies dans le calme. Je dis bien dans le calme et la sérénité. Dans la sérénité, par des gens compétents, par des technocrates, par des... donc moi, je dirais, et j'ai des indices par rapport à la presse. Vous savez, tout à l'heure, il a été cité le Comité national contre la torture. Qui a sorti les chiffres sur le nombre de tués, qui était contraire à celui qu'annonçait la presse de l'État d'ailleurs, le nombre de blessés, la torture. Qui l'a édité? C'est l'ENAG, Entreprise nationale des arts graphiques. L'horizon du 9, 10 et le 11 novembre 1990, sur des pages entières, Moi, je le garde comme précieux. Inch'Allah, je vais le léguer aux enfants de mes enfants. En rappelant que l'horizon était du secteur public. Mais oui, c'est pour ça que je vous en parle. Sans cela, je ne vous en parlerai pas. Donc, sur 3 jours, vous avez les listes de tous les noms, de tous les bénéficiaires des terres agricoles indûment. Vous avez des colonels, vous avez un ancien ou un futur président, vous en avez des généraux, vous avez des grands... Comme ça, sur 3 jours... Un journal du secteur public. Un journal du secteur public. Il faudrait savoir quand même avoir, je dirais, l'honnêteté intellectuelle et l'honnêteté tout simplement morale de reconsidérer les choses dans leur contexte. Mais est-ce que ça ne procédait pas d'une volonté de donner l'échange? Pas du tout. La preuve, c'est qu'il n'a pas fallu de longtemps pour museler la presse d'une façon absolument scélérate. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a vécu 3 années où le système, quand je dis le système, vous m'avez compris, c'est-à-dire le système de 58, d'après de 58 jusqu'à cette époque-là, jusqu'à 88, l'armée des frontières, le MALG, la sécurité militaire, etc. Non, pour moi, c'est ça le système. Le système, il vacillait à un moment, il n'avait pas encore ses marques, et puis il a su utiliser notamment, et je terminerai par ça, les divisions. On parle d'islamistes, conservateurs. Le système, il a su utiliser cette divisée pour régner. Il a repris le dessus. Arabes, berbères, islamistes, démocrates, etc. Ils ont fait le coup d'État d'une manière, je dirais, je ne pourrais même pas utiliser de terme pour cela. Et il a trouvé une bonne partie du pays, intellectuels, universitaires, hommes politiques, etc., pour applaudir. Dont beaucoup ont agi par peur. Non parce qu'ils étaient embrigadés, non parce qu'ils émargeaient, mais beaucoup ont cru vraiment sauver le pays, beaucoup ont cru qu'ils allaient rétrograder. Je vais vous interrompre, nous allons voir un passage un extrait du discours d'Aït Ahmed sur la laïcité, puis nous observerons un petit intermède et nous reprendrons. Aït Ahmed. Votre parti défend le principe de la laïcité. Quelle est votre approche sur cette question très délicate? Oui, effectivement, c'est une question très sensible. Très sensible. Très, très sensible, je dirais. Je pense que il est très difficile, comme vous l'avez dit, d'asséner des clichés, des slogans. Moi, j'ai fait une déclaration à l'Assemblée constituante uniquement consacrée aux clichés et aux slogans. C'est vous dire que je me méfie beaucoup. On ne règle pas les problèmes en assénant des arguments à coups d'hache. Je pense que la laïcité dans les pays européens supposait le pouvoir religieux. Cela supposait une église. Or, nous n'avons pas ce problème. Nous n'avons pas de pouvoir religieux, nous n'avons pas d'église. Je dis tout simplement
qu'il n'y a pas 1000 principes pour gérer un pays. Il y a le principe policier, au sens noble du terme, c'est-à-dire principe de contrôle de la population, et le principe démocratique. Il n'y en a pas 1000. Je crois que, précisément, il faut que la pensée politique se libère. لازم نتكلموا كذلك على استقلالية التفكير السياسي من تقديسات. Alors, je dis que le pouvoir politique doit être un pouvoir de diriger la cité sous le contrôle de la population. Et je pense que toute espèce de sacralisation du pouvoir au nom de la religion ou au nom de la révolution ou au nom de l'histoire conduit précisément à des gestions antidémocratiques. La meilleure manière de faciliter la gestion d'un pays, c'est de la rendre normale, qu'il y ait des élections, que les dirigeants soient désignés démocratiquement, qu'il y ait des élections libres. La direction de la cité exige la liberté de la presse. Ceux qui sont économiquement et socialement laissés pour compte et culturellement laissés pour compte, ils doivent avoir les moyens de s'exprimer pour imposer leurs revendications, pour se réintroduire dans la vie économique et sociale, pour reconquérir leurs droits. Je pense donc que le champ religieux ne doit pas recouvrir le champ politique. Mourad Denam, je persiste sur la même question. Nourdine Aoussad vient de nous dire qu'entre 89 et 91, il y a eu quand même, entre 88, la fin de 88 jusqu'en 92, il y a eu quand même semblant de printemps des peuples. Mais ce n'est pas ce qu'on constate aujourd'hui avec le recul. Les libertés accordées à une presse qui est sortie de la cuisse de Jupiter, hein, du jour au lendemain, qu'on a doté, qu'on a payé, à qui on a donné des locaux, des véhicules, des mois de salaire à l'avance,
finalement, ils ont fini par la récupérer. Elle ne bouge plus aujourd'hui. Et même qu'elle s'auto-censure. Les partis politiques, vous savez ce qu'ils sont devenus. Les élections, vous savez très très bien ce qu'elles sont devenues. Elles ont fini par un coup d'État, comme vous venez de le dire vous-même. Et donc, à votre avis? Moi, je pense que pour être vraiment transparent et aussi équitable, il y a eu une véritable embellie démocratique. J'utilise le mot embellie. Il y a plusieurs indicateurs. Hein. De nos jours, par exemple, pour être dans la circonstance, on sait que l'Algérien lambda d'un certain âge, un jeune, il aspire à quitter le bled. Harka. Ça, c'est le cliché, peut-être exagéré, mais c'est un petit peu une norme. Eh bien, moi, je suis témoin que pendant cette période, tout comme a dit Sir Ibn Nouari, il y a eu beaucoup d'Algériens de l'étranger qui pensaient rentrer, qui étaient et ils y ont cru, honnêtement. Un exemple, mais pas nécessairement dans un domaine gouvernemental, des moufakirines, des enseignants, des amis, enfin j'en connais de tous bords. Et ça, c'est un indicateur précis. Alors, qui est une manipulation derrière, mais l'impression, et c'est ça, je pense, ce qu'il faut connaître, c'est que l'impulsion politique à cette époque-là, en faisant fi des intentions de certaines officines qui travaillaient, elles, c'est vrai, dans le noir, c'était que l'impulsion politique était positive. On a eu ce genre de débat que vous avez montré d'Aït Ahmed, c'était en Algérie. On aurait discuté de ces choses-là du vivant d'Aït Ahmed pendant 30 ans, le Canada islami ou laïkia ou din, on serait arrivé à quelque chose, une solution. Ça fait... Mais par contre, moi, l'image d'Aït Ahmed, elle était très forte. Je me dis que cette personne, je ne jette pas des lauriers parce que... Mais n'oublions pas qui est Aït Ahmed sur un angle que certains, pour des raisons à elle de définir, ne veulent pas montrer un aspect d'Aït Ahmed. N'oublions pas que pour des raisons équivalentes à ce que nous vivons aujourd'hui encore, il a dû prendre les armes contre l'État algérien en 1963. Aït Ahmed, il a sombré dans la violence. Il n'y avait ni élection ni walou. Il a vu que Bembella, c'était la dictature. Je ne suis pas en train de le juger, hein. C'est des faits. Filmé بالمات في يده في الجبل ماشي نحكي على voilà. Donc, au nom de l'Algérie, il a pris les armes, pas au nom de Dieu. Mais ça on invoque ce qu'on veut. L'Algérie n'appartient ni moi ni comme Dieu. Hein. Donc, moi, je cite des faits pour être juste. Je ne suis pas en train de le juger, il avait tort ou raison. Je dis, c'est juste pour faire attention. Ce à quoi on peut pousser des gens dans le désespoir, comme vous le disiez. On peut, au nom de la religion, ça peut être dans une autre décennie, au nom de je ne sais quoi, d'une mode ou la haja. Par contre, le point aussi essentiel pour vraiment expliciter ce que tu disais, et moi je suis tout à fait d'accord, on a eu les prémices, mais alors là, les prémices sanglantes de ce que les gens au pouvoir, et là je veux être explicite, la hiérarchie supérieure militaire, ceux qui donnaient les ordres. Parce qu'on me dit souvent, tu attaques l'armée. L'armée, je ne parle pas du simple soldat, du technicien qui... D'une institution indispensable, oui. Oui, je parle de la hiérarchie, parce que la faiblesse en fait, de l'armée, c'est quoi? Le décideur à un moment c'est que l'ordre, il est exécuté. Si Nazar dit à la troupe, vous descendez, vous tirez, il y a sinon il se fait abattre. Donc, que les choses soient claires, nommons les choses. Il y a une nomenclatura, pour des raisons historiques. Il y en a qui disent que c'est Hizb França, la promotion Lacoste. Il y a du vrai, mais je pense qu'il ne faut pas trop aussi aller dans la complotite. Il y a Jma'a qui voulaient prendre le pouvoir. Ils auraient pu le faire au nom d'autre chose, hein, d'un turban, d'un képi, d'une mini-jupe. Et qu'est-ce qu'ils ont institué en octobre, à partir d'octobre? C'est que nous, octobre, c'était quoi? C'était la torture en tant que moyen de répression. On avait des dépassements forts de Boumedienne, la sécurité militaire, mais pas à cette échelle. On a eu le fait de tirer sur des Algériens et je n'oserais pas dire cerise sur le gâteau parce que c'est tellement dramatique.
Nazar qui vient nous expliquer, en grand stratège militaire, on a tiré parce qu'on n'avait pas de balles en caoutchouc, Ajma. On a tiré Voilà. par terre et, puis des balles, des douilles, il nous a dit. ouais. Mais, et puis on lui a dit, est-ce que tu le referais? Il a dit oui. Le gars, pour lui, et c'est cette culture de l'impunité, c'est ça, parce que moi, ils l'ont compris. Je pense que le tournant, peut-être politique, qu'a raté Chadli, avec tous les bienfaits qu'on doit les reconnaître, c'est qu'il fallait dire que sur un plan de respect des droits humains, de faire en sorte qu'on ait un état de droit, sur le champ. Pas pour lyncher des gens ou la تشنقهم في الساحات. Là, au moins sur un plan moral. Tu étais à la tête de l'armée, il y a eu 160 morts, on a les chiffres officiels, parce qu'on dit, c'est par centaines, شباب جزائريين. 500. نقولوا 500 Plus. نقولوا 10 علاش قطرة الجزائري c'est دم جزائري il faut pas marchander dessus. Il fallait demander des comptes, on ne l'a pas fait. Et On ne l'a pas fait non plus en 1980. Il y a eu de la torture. Vous dites que 1988, c'était les premières répressions, mais il y a eu, c'est venu crescendo tout ça. L'interdiction de la conférence de Mamri, il y a eu des tortures aussi en Kabylie et ensuite c'est venu en Algérie, à Alger. Je suis d'accord. Souvent on dit oui, il y a eu 2001, parce que les militants, il faut les entendre aussi. Hein. Ils disent en 2001, parce qu'il y a aussi le régionalisme qu'on essaie d'injecter dessus. Il y a eu des Algériens qui sont morts et qui ont été torturés. En 2001, en Kabylie, ça il faut le dire, il faut demander des comptes, il ne faut pas faire dans la sélectivité. Je suis tout à fait d'accord. Donc, l'impunité, ils attendaient à partir de ce moment-là, et on a eu avant janvier 82, juste pour rappeler, on a eu mai et juin 91. Alors on nous a dit la grève insurrectionnelle ou attention des Afghans qui marchaient. C'est vrai, mais attention, à l'époque, c'était un problème de maintien de l'ordre public. Il y a eu beaucoup de morts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, le carnage de certains Chouhada, des gens qui dormaient. Oui. Ça, c'est. Je vais vous donner la parole. Et les gens, on les a. Il y a des canardés, à bout portant, il y a eu plus de 160 morts, ça. J'ai un témoignage. Et après, vous l'êtes une culture, l'idjatna, dans la grosse bombe, Ali Benouari, témoignage, mais j'ai un témoignage. Court, pour que je puisse revenir à Amira. Vous en aurez pour votre argent. D'accord. 88-92. Le chantier était gigantesque. C'est Nordine a expliqué les cahiers de la réforme. J'ai baigné un peu dans tout ça. Et si Jamel, vous avez tort quand vous dites une libération factice de la presse, il faut voir que partie de zéro d'une presse publique, le génie de Hamrouche a été de dire aux salariés du secteur public, à ceux qui travaillaient, les journalistes qui travaillaient dans le secteur public, allez investir dans le secteur privé et vous avez 2 ans de salaire garanti. Et il y a eu une floraison de journaux dans toutes les directions et toutes les tendances. C'était du génie. Il a ouvert tous les chantiers, tous les secteurs. Sans argent. Je témoigne qu'il n'y avait pas d'argent, puisque j'étais là. De 88 à 92, c'est-à-dire quand j'étais conseiller, Comité national de la dette, puis conseiller de Ouzali, Hidoussi, et ensuite ministre, on a géré la trésorerie $0 dans la caisse. Et il fallait faire avec. Et ces réformes-là, cette réponse politique que Chadli a apportée, a réussi au-delà de toute espérance, malgré qu'il n'y avait pas d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé alors? La tragédie. Et vous allez voir encore une fois Chadli comment il a apporté une réponse politique aux événements, aux événements de mai-juin 91. Quand il y a eu mai-juin 91, le gouvernement est tombé, j'étais en campagne électorale à Bougaa, j'étais candidat indépendant. De mes 3 jours de campagne, j'ai regagné mon bureau et je me suis retrouvé au gouvernement. Donc on a Chadli Benjdid, deuxième réponse politique, et il en aura une troisième. Il a dit, devant le drame de Saht Chouhada, il a chassé Hamrouche, à qui il devait beaucoup, puisque toutes les réformes, il les devait à Hamrouche. Il l'a chassé sans ménagement pour mettre à la place Roseli, et il lui a donné une mission. On aimerait bien aujourd'hui que Bouteflika charge un Premier ministre
d'une mission qui est d'organiser des élections نظيفة ونزيهة et gérer les affaires courantes pour éviter l'iflas, la faillite du pays. Et moi, mon travail était l'aspect financier. خدمنا حضرنا الانتخابات درنا un Bichedli aurait chassé Hamrouche à cause du massacre de la place des Martyrs. أنا جايك. C'était la cause directe, immédiate. Je mettrai le chef Yacoulou. On a travaillé, tout ce qu'on a pu, découpage électoral, les islamistes, mais enfin, pour diminuer, les sondages, le gouvernement, on disait, les sondages, un tiers indépendant, un tiers fils et un tiers FLN. On a fait tout faux. Le lendemain des élections, du premier tour, conseil de gouvernement, l'Arabie Bekher s'exprime. Avant de nous donner les chiffres, قالنا يا جماعة كرهونا قالوا لنا ديجاجي، الشعب كرهنا قالوا لنا ديجاجي. صرا واش صرا. Ensuite, dissolution de l'Assemblée. باش بالخادم ما يديش l'intérim, ce qui était déjà illégal. Oui. Ça rappelle la situation de maintenant. Ils ont fait démissionner Chedli, ils l'ont fait démissionner. Parce qu'à l'époque, c'était le président de la PN qui devait remplacer. Devait assurer l'intérim. Et non pas le président du Sénat. Galouna, donc c'est ça mon témoignage. Vous allez donc dans une séance dramatique quelques jours après. Il y a un micro débranché. Madame Alabeli, on était enregistré. Enfin, je ne suis pas un professionnel du gouvernement. Mais pour nous mettre à l'aise, vous allez l'un après l'autre donner votre avis. On annule le deuxième tour ou la roche le deuxième tour. Et la décision avait été prise par l'armée. Mais Rosalie voulait avoir le sentiment du gouvernement et donner une caution du gouvernement à l'armée. بداو زوج بكاو منهم ابراهيم شيبوط احنا ما عندنا باناش الثوره ملي نهار بدينا قمنا الثوره مع باللي نوصلوا للحاله هذه يبكي ويشعشع في عينيه لا عليه هارون ثاني يسلامونتي à part un ou deux, en tout cas Ali Ben Mohamed نشفع عليه قال non, je suis contre. Opposé. وصلت الداله تاعي انايا واش نقول. C'est ça mon témoignage. Tout le monde donc vous nous demandez d'arrêter un processus électoral, c'est trop facile, c'est très grave. واش وصلنا للحاله هذه؟ D'abord, qui a agréé le fils? علاه خليتوا الفيس يروح ليزيليكسيون وحضرنا احنا ليزيليكسيون وكي داها قلتوا باللي يزوروا الانتخابات. قلت لهم وزيد بزياده. جوان 91 نهار جبتونا احنا. علاه جبتونا على خاطر il y a eu les manifestations تاع ساحه الشهداء وساحه الشون مانوفر. Eh bien, les responsables du massacre, il y en a qui sont encore là, منهم خالد نزار والعربي بالخير. قلت لهم الشعب الجزائري كان معنا في الجوفرنمون. Le peuple algérien a la mémoire longue. Je vote l'interruption des élections. بصح الناس اللي وصلونا للحاله هذه لازم يتحاسبوا على خاطر هجموا على الناس راقدين في ساحه الشهداء وقتلوهم وبلي شيان بوليسيي. عسكر فرنسا ما دارهاش وهذه الشعب ما يسمحها لناش. C'est ça mon témoignage. Nous allons voir quelques images, puis je reviens à Amira. Alors, Abbasi Madani et Khalida Toumi. عباس مدني انت مقبل قلت حاجه انا نحترمها بزاف. قلت ليس كل ما يقال مصدق لابد من الدليل. قلت هكذايا وانا نقول هذه حاجه مليحه. الموقف اللي نطلبوه هو ما هو موقف الجبهه للانقاذ امام حقوق دقيقه. الحق لسن الرشد للنساء الجزائريات في نفس le droit à la majorité au même âge que l'homme. ما هو الموقف نتاعكم من قدام هذا الشيء؟ هذا اظن انه سؤال طويل جدا. لا على اي حال نكته برك اختي الكريمه. بالنسبه الى المال وهو قضيه هو الاشكاليه نظرك موافقه على اللوكاسيون؟ لا اذا ما كنتش موافقه فلا توافقين. المهم سن الرشد ثم هناك سن. اما بالنسبه الى سن الرشد وليكن ذلك مختصرا فحدده بظهور علامات البلوغ خلاص ما حدش. ثم العمل، الطلاق، تعدد الزواجات. والمرأة راشدة مسؤولة تؤدي
مسؤولياتها كاملة في المجتمع الإسلامي. تفضل. نعود. Amira Boraoui, est-ce que vous étiez jeune à l'époque Ah oui, complètement. Complètement. Et parfois, je me pose la question, c'est-à-dire tout ce travail-là du 5 octobre, c'est un travail d'historien maintenant. Ça fait 30 ans quand même. Oui. Le but aujourd'hui, au lieu de continuer à ressasser, même si c'est bien d'essayer de comprendre la problématique, parce qu'il faut apprendre de ses erreurs. Si on n'apprend pas de ses erreurs, on n'avance pas. Et ça, c'est un travail d'historien et de médias libres aussi. Mais aujourd'hui, on se retrouve 30 ans plus tard, 30 ans en retard. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui en apprenant des erreurs du passé? Je suis, oui, d'une autre génération. J'ai envie que les jeunes Algériens d'aujourd'hui arrêtent de quitter leur pays et de partir dans des pays occidentaux sans cesse. J'en ai pas vu beaucoup partir ni en Arabie Saoudite ni en Afghanistan. Hein. Ils partent tous à Montréal, à Paris, à Londres. Qu'est-ce qu'ils veulent ces jeunes? Je veux savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils viennent chercher ici pour pouvoir leur offrir dans mon pays pour qu'ils y restent. Et je veux savoir pourquoi toute cette manipulation. C'est bien, Chadli a fait ceci ou pas cela. De toute manière, depuis l'indépendance, on n'a jamais élu un président. Aucun homme n'est arrivé avec le mérite. Il a été nommé. Et je le répète encore, l'iguide, c'est celui qui arrive par sa compétence, par sa force de conviction. Et le reste, c'est un travail d'historien que je ne peux pas faire, ce n'est pas ma spécialité. Pourquoi un travail d'historien? Parce que monsieur... C'est un travail Dans des débats, des c'est débats vrai, publics, de témoins. voilà. Monsieur Benouari disait qu'il était à l'époque au pouvoir, etc. D'autres visions et d'autres qui y étaient. C'est bien d'apporter un témoignage pour essayer de rapprocher. C'est toujours en ayant tous les angles de vision qu'on se rapproche le plus de la vérité. Parce que personne ne la possède de toute façon, cette vérité-là. Mais apprendre des erreurs. Tout à l'heure, c'est bien, on a vu M. Feuaït Ahmed, que je respecte beaucoup, qui a dit instrumentaliser en politique la religion, c'est antidémocratique. Instrumentaliser la révolution et le symbole de la révolution en politique, c'est aussi antidémocratique parce qu'on ne peut pas continuer à utiliser les symboles sacrés d'un peuple, que ce soit le FLN en tant que symbole ou que ce soit sa religion. Et il faut qu'on avance. Quelle devrait être la seule légitimité? La légitimité, c'est celle du peuple et c'est celle toujours de demain. De demain, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? C'est-à-dire, moi j'aurais aimé qu'il y ait des plateaux télé, comment régler les problèmes du chômage, comment régler les problèmes économiques, quelle vision, que doit-on faire pour pouvoir avancer? Moi, si je suis aussi membre fondateur de Mouatana, c'est parce qu'il y a eu une charte et qu'elle me met en sécurité et qu'elle me permet de travailler avec des Algériens de toute sensibilité pour qu'on puisse construire une république. J'avais oublié de préciser que vous étiez de Mouatana, vous aussi. S'il vous plaît, je vous prie de m'en excuser. Je vous en prie. Mais Amira, comment faire, d'après vous, vous qui êtes une vraie militante, très engagée, très estimée dans les réseaux sociaux, comme Ali Benouari par ailleurs, mais vous donnez l'impression d'être farouchement engagée dans un trottoir contre un autre. Absolument pas. Je suis aussi dans les réseaux sociaux. Oui, Amira Boraoui est devenue une sorte de passionnariat des éradicateurs. Oh là 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 là. Oh là. Amira Boraoui est la fille d'un ancien officier médecin militaire de l'armée et qui est contre que l'armée fasse de la politique. Amira Boraoui est claire, elle l'a toujours été. Non, Amira, laissez-moi juste poser... Non, c'est un peu injuste quand même. Sur votre page, que je respecte, que je consulte quotidiennement, en arabe et en français, d'ailleurs j'apprends à lire l'arabe grâce à vous un peu. J'aurais servi. Alors, les éradicateurs qui, j'allais dire un mot méchant, j'allais dire qui infestent, qui fréquentent votre page, par exemple, quand vous venez de Marabia, ils vous tombent dessus, mais c'est un peu la question que je voulais vous poser. Comment faire, Amira Boraoui, pour essayer d'aller vers une synergie et un apaisement. Et une synergie des gens qui sont opposés. Comment faire pour que les deux trottoirs, je sais que je demande l'impossible, deux trottoirs ne devraient pas se rencontrer. C'est comme les lignes droites. Mais comment faire, Amira Boraoui? Aujourd'hui, par exemple, vous êtes sur un plateau, vous, Ali Benouari, qui êtes franchement, comment on dit, laïque, démocrate. Il n'y a pas de mal à être laïque. Je le suis moi-même.
pour dire les choses comme elles sont. En face, vous avez Mourad Dehna, qui a été leader islamiste. Vous avez Nourdine Aoussat, qui j'allais dire, dans le milieu de la religion, de la mosquée. Pourtant, vous êtes en train d'échanger de façon civilisée, de façon responsable. On sent que ce sont des compatriotes d'un même pays, qui convergent vers un même horizon. Donc, comment faire, justement, pour que nous arrêtions de nous déchirer les uns les autres? Qu'il y ait beaucoup plus de débats comme ça. Malheureusement, les médias algériens ne sont pas ouverts. Si j'ai dû prendre un avion pour faire ce plateau télé, c'est que je ne peux pas m'exprimer encore dans mon pays. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de manipulations quand on dit qu'un tel est laïque. J'aime pas trop ce mot aussi. Je l'aime peut-être, je l'aime pas parce que je trouve qu'il a été galvaudé, qu'il a été parce que dès qu'on est laïque, ça veut dire qu'on est forcément contre l'islam, ça veut dire qu'on est peut-être athée, ça veut dire tout ça nous fatigue. Moi, je suis très fatiguée de tous ces mots mais qu'il y ait des plateaux télé, des débats. Et puis, ce ne sont pas des éradicateurs, ce sont des gens essentiellement de ma génération et plus jeunes. Et beaucoup me disent, معليش خلي بوتفليقه النظام et tout, أنا ما نحبش نعاودوا نعيشوا العشرية السوداء. أنا ما نحبش يعاودوا يديوها أبو لحية. أنا ما نحبش نعاودوا نقتلوا بعضنا. Non, tout le monde a le droit de vivre sa religion comme il le veut, s'habiller comme il le veut, ses convictions comme il le veut, mais ne pas les imposer aux autres. Moi, je n'impose pas. Je n'impose pas. Je respecte les convictions religieuses de tout un chacun. Le problème, c'est qu'il y a un courant qui veut nous imposer quelque chose, et un courant qui mais en face aussi, il y a un courant, moi je lis souvent sur Facebook, ce courant qui critique les femmes qui portent le voile, le hijab. Un courant qui n'est même pas algérien, importé d'ailleurs. On n'est pas un peuple qui est à majorité musulmane depuis un demi-siècle, ou on l'a été pendant 132 ans, même sous la France. La France qui n'a pas réussi. On l'est depuis 14 siècles. Voilà, et puis il y a des musulmans, il y a des minorités chrétiennes et autres, et puis à l'intérieur même des courants de l'islam, on retrouve des courants sunnites, ibadites, il y a de tout dans ce pays, et il faut qu'on puisse mettre une charte, une feuille de route qui nous permette à tous de vivre ensemble dans le respect des uns et des autres. Et en quoi avons-nous raté un virage après octobre 88, après ces victoires annoncées, ce bourgeon dont on attendait qu'il fleurisse et qu'il y ait d'autres bourgeons à côté et qui, à la fin, n'a donné aucun fruit, qui n'a pas fleuri. Il aurait fallu qu'il y ait une ouverture avant la révolte. Une fois que la révolte a lieu, parce que les révoltes des peuples doivent être toujours encadrées par la suite par des penseurs, par des politiques, pour pouvoir juguler tout ça et pour pouvoir faire en sorte que ça n'explose pas davantage. Lorsque le 5 octobre a explosé, politiquement, il n'y avait pas de parti politique, il n'y avait pas de mouvement pour absorber la contestation et pour pouvoir en parler de manière sereine. Et par la suite, il y a eu une précipitation dans le mur. J'aimerais bien parler, puisque là, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour faire le bilan, pour arriver aux 30 années, les leçons à tirer vis-à-vis notamment de l'avenir. Je vais dire une chose. Donc, la première des choses, on vient de le voir, les téléspectateurs l'ont vu avec nous, ce débat entre, comment s'appelle, Khalid Messaoudi et Abbassi Madani. Il y avait aussi le même débat avec Saïd Saadi. Nous l'avons montré exprès pour montrer que le dialogue est possible. C'est ce sur quoi je veux insister, parce que tout à l'heure, vous l'avez lâché le mot, vous êtes un peu sévère, comme l'a dit Bonouari, avec l'Algérie, avec les forces politiques, etc., que c'est impossible. Non, c'est possible. Pas avec l'Algérie. Oui. Jamais avec l'Algérie. Je ne suis jamais sévère avec l'Algérie. Oui, vous dites que c'est impossible que ceux qui sont sur ce trottoir puissent rencontrer ceux qui sont sur ce trottoir. Moi, je dirais que oui. Et la preuve, elle est là. Nous l'avons. Moi, je les ai apportés hier avec moi. Les trois jours de suite, l'Horizon 2000, il fait interview à Cheikh Abbassi Madani sur toute une page. Le Massa, pareil, pour lui poser des questions, c'est-à-dire pour le forcer à exprimer son idée, sa vision, son opinion
politique. C'est-à-dire, il y avait Saïd Saadi, aussi avec Abbassi Madani. Il y avait le fameux aussi débat Abdelhamid Mahri avec Abbassi Madani. Ça, c'est des choses qui sont dans les archives, dans l'histoire. Moi, j'étais ici, toujours en France. J'ai acheté Algérie Actualité, où toutes les semaines, il y avait des interviews. Djabellah, on lui fait interview. Abbassi Madani, on fait interview. Il y avait des pages politiques. Il y avait, sans parler de la télévision nationale, qui montre de ce genre de débat. Donc, je dirais que ce qu'on a raté, on a raté trois choses avec Octobre 88. On n'a pas débattu politiquement. On a débattu à coup d'anathème. Abbassi Madani, Ali Belhaj, moi je peux parler très librement. En Algérie, on me connaît. Ici, on me connaît. J'écris depuis très longtemps. Mes articles, ils sont par dizaines. Donc, mes opinions sont connues, même si je ne suis pas très connu. Donc c'est écrit noir sur blanc, ils savent ma position vis-à-vis du coup d'État de 92, vis-à-vis de l'armée, vis-à-vis de Bouteflika, janvier 94. J'ai écrit une lettre à ses amis qui a été publiée par Algeria Watch, dans laquelle je leur disais « Ne le laissez pas se présenter, vous allez à la ruine ». Donc je peux parler. Abbassi Madani n'a jamais dit qu'il gouvernait en nom de Dieu. Ali Belhaj n'a jamais dit qu'il gouvernait en nom de Dieu, ni aucun. Il n'y a pas de parti de Dieu en Algérie. Il y a un front islamique du salut. Et ce n'est pas le salut, le paradis, c'est le salut de cette Algérie qui a été ruinée. Voilà, on veut redonner de l'espoir à ce peuple, le porter à retrouver sa liberté. Déjà, quand on utilise islamique, c'est qu'on s'approprie la religion. On ne s'approprie rien du tout, la preuve, madame. De beaucoup. Non, excusez-moi, juste laissez-moi terminer. Ça ne veut rien que vous échangiez. Laissez-moi juste terminer, s'il vous plaît. Donc, laissez-moi juste terminer. Donc, personne ne s'est approprié l'islam. La preuve, c'est qu'à côté du fils, il y avait d'autres partis islamiques. Que ce soit en octobre 88 ou en 92, il y avait toujours de l'opposition. Le jour où Ali Belhaj allait sortir les troupes de Bellecour pour marcher sur Sa'd Souada et aller jusqu'à Bab el-Ouad, à Bellecour, même une lettre arrive de Shir Sahnoun qui dit « Ne faites pas cette marche ». Il y avait des débats. On n'a pas débattu politiquement. Moi, je dirais que si on voulait arrêter le fils de ne pas prendre le pouvoir, on aurait pu lui dire une chose. Comment vous allez gouverner un pays alors que vous n'avez même pas fait votre congrès politique? C'est quand même hallucinant qu'un parti allait prendre le pouvoir sans même qu'il ait son congrès politique. Excusez-moi, je termine. Non, on peut débattre par la suite. Mais il n'y a pas de parti au nom de Dieu en Algérie. Il n'y a jamais eu. Je vais vous donner la parole à sauf que ce sont des acteurs de terrain, madame. Moi, je le connais depuis 78, Ali Belhaj. On a grandi dans le même quartier, on était dans le même lycée, lui et mes grands frères, donc je le connais. Mais je n'ai jamais adhéré à aucun parti. D'accord, mais je le connais, parce que c'est un acteur du terrain. Quand ils l'ont vu devant, ils lui ont fait confiance, ils ont confiance en lui. Et en 88, quand il est sorti, c'est pas pour dire, écoutez, je vais tirer la couverture vers moi, ou bien je vais rafler la mise des sacrifices de ces jeunes-là. Non, c'était pour dire, vous n'avez pas le droit. Et ce sera mon deuxième point sur lequel je voulais dire qu'on n'a pas tiré les leçons. Donc, on n'a pas tiré une première leçon, c'est les débats. Revenons au débat sans anathème, sans préjugés, sans condamnation a priori, discutons. Et on va voir qu'on est d'accord sur beaucoup de choses. Saint-Égidio nous a montré la route. 95, ce qui s'est passé. Moi, j'ai écrit un livre sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le vrai. Et j'ai trouvé l'occasion de faire toute une page sur Saint-Égidio, dans laquelle je m'adressais à qui? Je m'adressais à Bernard-Henri Lévy, que je cite nommément, à Glucksmann, que je cite nommément dans le livre, et les éradicateurs, de leur dire, vous fustigez le terrorisme, la violence en Algérie, mais vous avez tué la seule lueur d'espoir qui pouvait arrêter les massacres, parce que tous les massacres sont venus par la suite, 97, 98, 99. Imaginez que Saint-Égidio avait réussi, on aurait... Amira Bouraoui. Merci. Moi, l'islam de mes grands-parents me manque. Et l'islam de mes grands-parents, c'est l'islam que j'avais connu.
avant qu'il soit utilisé politiquement. Il me manque. Et quand je me rappelle de mes grands-parents qui se levaient le matin, le vendredi, s'habillant en blanc pour aller faire leur prière, et ensuite le sang, les habits en noir, l'Algérie qui se noircit d'un coup, cette jeunesse qui désespère, et ensuite tout ça m'a traumatisée. Alors il faut essayer de le comprendre. Que vous vivez ici, vous êtes libre, vous arrivez à écrire des livres. Moi, je vis en Algérie. Je ne peux même pas sortir aller à Constantine. Moi, le 27, je suis en on me Algérie, bloque. s'ils veulent Marhaba bik. Moi, je ne peux pas le faire. Je veux un pays libre comme celui dans lequel vous vivez, monsieur. Là où tout le monde a le droit d'exister. Je veux un pays qui soit universel, où tout le monde a le droit d'être comme il veut, pour pouvoir, moi aussi, retourner à la religion de mes ancêtres. Parce qu'aujourd'hui, son instrumentalisation, quand je le vois, ça me fait peur. Je suis quelqu'un qui a été traumatisé et je veux qu'on apprenne de tout ça et qu'on puisse construire une Algérie plurielle où tout le monde a sa place. Que les hommes de la religion et les religieux, les penseurs, puissent, eux, parce que moi, je trouve ça triste que ce soit un Chmissou et des gens qui parlent au nom de la religion et j'aurais aimé que ce soit des islamologues comme Saïd Jebel Khair, des gens qui ont une vision et qui disent cette religion, elle a été beaucoup instrumentalisée aussi par des imbéciles, par des gens qui peut-être, en nous montrant une religion, parlent de Abu Huraira, de Intel, de Flaine, de An'an, de machin et tout, qui nous a montré éloigné. Moi, je sais que l'émir Abdelkader, un révolutionnaire, était quelqu'un de croyant, c'était un religieux. Il n'a jamais parlé du courant wahhabiste. Le courant wahhabiste ne l'a connu en Algérie que juste avant la décennie et on l'a payé très très cher et je le rejette. Alors, nous allons voir quelques extraits de la fameuse pandémie de Chitaloz pour voir où nous en sommes. Puis nous ferons un dernier tour de micro en commençant par Mourad qui est un peu en déficit. Les images. بفضل الرئيس اللي الاساتذه رجعوا للمدارس والتلاميذ رجعوا كذلك للمدارس. هذا هو عبد العزيز بوتفليقه راجل معجزات ما يتكلمش بزاف ما يتحركش بزاف يلاحظ عن كتب يطلع ويعطي التعليمات لما التعليمات ما تطبقش يتدخل. سيد فخامة رئيس الجمهورية ترشح باسم ابناء الشهداء. احنا قلنا المسيرة تكمل استمرارية. علاش؟ قلنا من اجل المصالحة، من اجل استقرار، من اجل اقتصاد، من اجل الجزائر في المستقبل. راجل تاريخ مجاهد يصنع المستقبل. ابناء الشهداء معروفين. نحن اليوم ننطلق على بركة الله ندوة بندوة في حملة من أجل لاستقرار الدولة الجزائرية. منطقية مناصرة العهد الخامسة أو لا؟ نوظفكم فقط. شوفي حنايا مع الرئيس حتى الممات. Maintenant ce qu'il décidera, on est derrière lui. Même principe. أنا مع الرئيس دائما وللأبد. لأنه الآن ونحن نقود مجموعة 15 نفس الكلام يقال. قال معليش احنا نتكتل ونكون فضاء سياسي. احنا سميناها مجموعة الاستمرارية. احنا مع رئيس الجمهورية، مع أمن واستقرار الجزائر، ولكن من بعد هاي الجزائر أمنة ومستقرة. احنا فوتنا الانتخابات الرئاسية ولكن ما محلنا من الإعراب. نحن نريد أن نكون شركاء في العمل السياسي كما قال أخي الدكتور. حتى وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لما تنتهي الحروب، ونحن لسنا بحرب مع بعضنا بعض، ولكن نحن مع حرب ضد الإرهاب، ضد يعني التدخلات من الخارج، ضد يعني كل ما يريد أن يمس الجزائر. ولكن هاي انتهت الرئاسيات، هاي انتهت يعني المحطات هذه الانتخابية. ما محلنا من الإعراب. الرسول كان يوزع الغنائم. حتى احنا نريد الآن أن نكون شركاء بالمعنى الكامل. منطقية مناصرة العهد الخامسة أو لا؟ نوظفكم فقط. شوفي حنايا مع الرئيس حتى الممات. Maintenant ce qu'il décidera, on est derrière lui. Même principe. أنا مع الرئيس دائما وللأبد. وردينا أكتوبر 88 pour aboutir à ça.
Finalement, c'est ça le bourgeon qui a fleuri? Non, je ne pense pas du tout que c'était pour aboutir à ça. Nous sommes dans le folklore, dans la sacralisation du stupide. Voilà, c'est l'image que donne ce régime. C'est-à-dire que ça dépasse tout entendement, toute retenue, toute sagesse. On est dans le burlesque. C'est les bouffons du roi. Hein, donc c'est sa sainteté, c'est Bouteflika, les bouffons qui viennent. Voilà, c'est la cour. Je pense qu'il faut dépasser ça. Je pense qu'il faut aussi ne pas se laisser emprisonner dans le système Bouteflika. Le système Bouteflika, on sait ce qu'il est. Hein, c'est saper toute institution, même semblant d'institution. On le voit ces jours-ci avec l'Assemblée populaire, qui devient alors là un cirque. Hein, un président d'Assemblée qui dit aux députés « Vous n'avez rien à me dire, moi j'attends la décision d'Al-Mouradia ». Voilà. Est-ce que ça c'est la Constitution? Est-ce que c'est les us et coutumes des parlements? Donc c'est la chita. Voilà, tout simplement. Mais un point incroyable. Mais non, mais le législatif dit qu'il attend que l'exécutif lui donne l'ordre de considération, parce qu'il faut bien dire une chose. Il profite d'un chèque à blanc pour une certaine période que leur ont donné des puissances étrangères parce qu'ils ont su instrumentaliser. Et c'est là aussi que ça fait mal. Le rôle hadak qu'on utilise f'dakhel, comme disait tout à l'heure Amira, c'est-à-dire que personne ne veut revenir aux années de 100. شكون اللي يحب يموت même هذاك الحراق مسكين qui يروح إذا مات son intention c'était de vivre la mort il ne la cherchait pas donc ça toute personne normalement constituée je pense que c'est tout à fait normal que les gens aspirent à la sécurité au droit de vivre à leur sphère privée quelle qu'elle soit mais il faut instrumentaliser ce truc. Nous sommes maintenant la migration, donc on va bloquer les salles, j'utilise le terme parce que c'est ce qu'ils leur disent. Hein. Ils utilisent ces termes. Ces salles africains, حنا نشدوهم لكم، ما تخافوش. هذوك الكحالة اللي جايين نرحيوهم عندنا. برك حنا ضمنوا لنا nos appartements, nos biens, notre kursi chez vous et chez nous. Nous sommes devenus vos et frontières surtout, extérieures. Attention, il y a encore des barbus chez nous. Hein. Ouais. Ah là, attention. Voilà. Donc les autres, bon, après, ils s'en foutent que toi ou moi, on bénéficie de droits de citoyens, c'est le dernier de leurs soucis. Et il ne faut pas leur en tenir tort, ce n'est pas leur devoir. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un système qui tire vers sa fin, ne serait-ce que pour des raisons biologiques. Comme toute gérontocratie. Voilà. Par contre, je pense que le défi pour la classe politique, on a parlé de beaucoup de choses très intéressantes, de droits individuels, collectifs et tout. Moi, je pense que si on arrive à s'accorder sur deux choses, et c'est ça le message que l'on doit faire véhiculer parmi tous les Algériens. Un, plus jamais de coup d'État. Plus jamais. Si Ali Benouari a été quelque part complice, il a eu le courage, et il faut le saluer, de dire que ce n'était pas la bonne chose à faire. Et maintenant, n'ardons une leçon. Elle a raison, Amira, quand elle dit le futur. Le futur, c'est ça, numéro 1. Quel que soit. Et la deuxième chose? Je n'ai jamais eu de problème à discuter avec eux. Je salue aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui vient dans la tête, c'est Sadr Hajaras. Une personnalité. Ouais. Donc, on a discuté là à Paris pendant des heures. C'était parmi les plus belles heures que j'ai eues avec des hommes politiques. Je suis personnellement fier d'être son compatriote. Absolument, absolument. D'une clairvoyance, d'une honnêteté, d'une sincérité, qui respecte les autres, qui est les donc il n'y a pas de problème, il faut ouvrir ce débat. Et puis les faux... Il faut rappeler qu'il était communiste, à ceux qui ne savent pas. Il est toujours. C'est un communiste sincère. Convaincu. Et il est respectable. C'est ça ce qu'il faut dire. Alors la deuxième chose... La deuxième chose, c'est exactement ça pourquoi je l'ai cité, c'est que l'Algérien, il a un droit, ce que j'appellerais le droit du sol, pas au sens européen, législation sur la citoyenneté. C'est-à-dire que par le simple fait que tu es algérien, ta sphère privée, il y a aucun كون كيما نكون لا ما اذا جيت ظلمتك سرقت لك مالك كليت لك حقك بصح باش تجي تدخل لي في داري في عقيدتي في كرشي واش نخمم jamais que nos différences parce qu'elles sont là les différences
Même les sociétés démocratiques les plus évoluées, quand on suit un pays comme la Suède, la Suisse, la Nouvelle-Zélande, des débats bénatoum, c'est à couteau tiré, parce qu'il y aura toujours des problèmes de société. Il y aura toujours, Amira parle de la laïcité, en Bavière, on vient de voter une loi d'obligation de mettre le crucifix à l'école. Ben, c'est des choix de société. Je ne suis ni pour ni contre. Il y aura de tels débats. Mais c'est quoi le problème? On doit avoir le mécanisme qui reconnaît à la majorité dans la sphère publique de gérer la sphère publique sans empiéter sur la sphère privée, qui elle est du ressort du citoyen, et donc respecter, encore une fois, l'individu. الإنسان المواطن قال احنا المسلمين obligé de vous interrompre, حرام وماله حرام وعرضه حرام. Et là, alors, un dernier tour de micro, vous avez 1 minute chacun. Je suis désolé. Moi... En 1 minute, je tiendrai. Donc, je disais tout à l'heure, j'avais 3 points. Je dirais le deuxième point parce que pour moi, il est important. Il est important en tant que citoyen, il est important aussi en tant que religieux parce que moi, depuis 35 ans, je suis imam universitaire. J'enseigne à l'université, le vendredi je ne travaille pas, je fais une semaine de 5 jours, je suis sur le minbar ici à Paris, je fais mon prêche. D'accord? Donc il y a une chose qu'on n'a pas faite. Moi j'ai une cassette que j'ai enregistrée avec Sibel Khadda, qu'elle n'a jamais été diffusée, dans laquelle je lui ai posé la question sur Mellouza. Je voulais comprendre de sa bouche qu'est-ce qui s'est passé exactement à Mellouza, parce que ça me touche jusqu'à présent. Donc le sang, l'impunité de celui... Oui, c'est le président Khadda, j'ai enregistré avec lui, elle est sur cassette, Inch'Allah, quand je vais le transformer en numérique et elle sera diffusée, je lui pose des questions, il me répond sincèrement sur cette question-là. Donc le sang de l'Algérien, il faudrait qu'on le dise, c'est sacré, c'est sacré, c'est sacré. Ceux qui ont effusé le sang, ceux qui ont tué Pourquoi le sang de l'Algérien? Pourquoi pas le sang de l'être humain d'une façon générale? Non, on est en Algérie, on parle en tant qu'Algérien. Même M. Grosso, chez qui j'allais acheter les livres, qui était à Place Audin, qui me vendait les livres, qui n'était pas un Algérien, qui est un ami, vous connaissez le truc là. Oui. Voilà, donc même son sang à lui, le sang des autres, de Tibhirine, etc. Non, je parle parce que le sang de l'Algérien qui est en premier, qu'on a, je dirais qu'on a tué ces gens-là pour des questions de pouvoir. On ne pardonne pas parce qu'on a pardonné, parce qu'on a fermé les yeux, parce qu'on s'est tué, que ça s'est répété. Ça s'est répété en 62, ça s'est répété en 65, ça s'est répété en 80, 88, et là aussi, ça risque de le refaire. Quand est-ce qu'on va se lever tous comme un seul homme? On ne veut pas que le pouvoir tue. Et on ne lui pardonnera jamais d'avoir tué. Oui. Octobre 1988 a été le départ d'une immense épopée. C'est plus qu'un bourgeon. Avec des promesses extraordinaires qui ont commencé à donner du résultat. Des bienfaits, Simorad a parlé des retours, dont moi, etc., et beaucoup d'autres. Une immense espérance. Et on commençait à se doter des moyens. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ne tournons pas autour du pot. C'est le coup d'État de janvier 92. Ce coup d'État, c'est notre péché originel. Nous sommes en train de payer aujourd'hui les conséquences de ce coup d'État, l'acte de ce coup d'État. Il nous a coûté 1000 milliards de dollars, ce coup d'État. Il nous a coûté 30 ans de retard de développement hélas, que nous ne pourrons plus jamais rattraper parce que la population a doublé, parce que les cadres algériens, la plupart sont partis, ils ne reviendront peut-être plus. Le désastre, ce désastre nous interpelle. Et je suis d'accord avec Simorad et Nordine, plus jamais de coup d'État. Si on avait laissé, c'est ça le pendant ou la contrepartie de ce que je dis. Si nous avions laissé le processus électoral aller à son terme, nous n'aurions pas non plus eu 200 000 morts ou 250 000 morts, ni toutes les tragédies et tous les dégâts que je viens de citer. Qu'est-ce qui se serait passé? Mais les Algériens, et beaucoup d'Algériens, notamment de sensibilité dite démocrate, se refusent obstinément. Et je ne comprends pas cette obstination à admettre et à reconnaître le côté tragique de cette erreur. Qu'est-ce qui se serait passé? Le fils aurait géré pendant 5 ans.
N'est-ce pas? Le côté législatif des législatif. Chedli serait resté président. Un régime ultra-présidentiel, commandant suprême des forces armées. Il aurait pu à n'importe quel moment, au lieu de faire un coup d'État, il aurait simplement dissous l'Assemblée nationale, sans offenser le peuple outre mesure. Vous voyez, comment dans ces conditions peut-on être honnête, algérien honnête, et dire que ce n'était pas un coup d'État ou que nous avons bien fait? Nous le payons vraiment très très cher. Amira Bouraoui, le mot de la fin. Je pense que 30 ans après le 5 octobre de 1988 à aujourd'hui, 2018, ça fait 30 ans. L'Algérien qui avait 10 ans à l'époque, on a 40 aujourd'hui. Oui. C'est beaucoup. Il n'a rien vu. Oui. Il a vu 10 ans de sang et il a vu 20 ans de bouteflikisme, avec toute la médiocrité et tout le désespoir qui... Cet Algérien-là attend des hommes politiques, des penseurs, des intellectuels, des propositions concrètes pour vivre mieux, pour une Algérie meilleure, tout en balisant pour qu'on ne parte pas comme ça a été le cas dans le passé. Moi, quand j'entends... Bon, moi, j'étais jeune, j'étais un enfant, donc quand j'entends des courants politiques se dire « moi, j'étais pour l'arrêt du processus, moi j'étais contre l'arrêt du processus ». Et puis on a ceux qui étaient pour l'arrêt du processus et ceux qui étaient contre l'arrêt du processus sont tous des Algériens. Et c'est le processus lui-même qui était métastasé. Donc aujourd'hui, il faut qu'on aille vers un vrai processus démocratique, qu'on puisse se débarrasser enfin de ces gens. On les a vus tout à l'heure, c'était triste à mourir. On a l'impression qu'on nous met des clowns et des guignols pour dire « hada wash halbat al-baqra ». تسمى هذا واش كاين باسكو كي تسمعهم يهضروا تقول انا جو بريفير بوتفليقه ما يهضرش ولا نسمع هادو وموا هو ما يهضرش c'est-à-dire comme si que l'Algérie était devenue stérile. Donc aujourd'hui on a besoin de faire renaître l'espoir et de rassurer les gens et de leur dire voilà nous n'allons pas aller vers une décennie. الاسلام تاعك عيشوا كيما حبيت الدين تاعك كاين مسلمين كاين دي كريتيان كاين في الجزائر واحد ما يمن بوالو كاين يمن غير بالبالون يا دو تو ان الجيري عيش كيما حبيت حياتك. On balise عدم المتاجرة بالدين كما قال أيت أحمد عدم المتاجرة برموز الثورة كما حبها بودياف. بودياف كان حاب يرجع الأفلان au musée et j'espère qu'on va aller vers cela. Merci Mira Bouraoui, merci Mourad Dina, merci Nordina Oussat, merci Ali Benouari. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je voulais juste dire que à travers le Maghrébia, je voulais exprimer plus que ma satisfaction, ma joie d'avoir vu aujourd'hui autour de ce plateau des personnes que j'apprécie, que j'admire, toutes qui sont là, qui sont de courants divergents, parfois opposés, mais qui ont tous les quatre aujourd'hui tenu un discours rassembleur, responsable, fraternel. Merci beaucoup. Bqa ala khair, b'slama.